Dans la série Évolution du monde, Devenu Découverte présente l'origine et l'évolution de Mohammedia, tracing l'histoire de Périgueux, Algérie. Introduction, dévoiler le passé de Mohammedia. La ville actuellement connue sous le nom de Mohammedia est un centre urbain d'importance situé dans la wilaya de Mascara, en Algérie. Cependant, son identité contemporaine est le fruit d'une histoire complexe, profondément marquée par la période coloniale française, durant laquelle elle portait le nom de Périgueux. Cette dualité nominale, d'une désignation coloniale française à une appellation arabe post-indépendance, met en lumière les transformations historiques profondes que la ville a traversées. Le présent rapport a pour objectif d'offrir une analyse historique exhaustive de Mohammedia, en retraçant ses origines depuis son paysage précolonial, à travers son établissement stratégique et son développement sous la domination coloniale française en tant que Périgueux, et enfin, sa réidentification et son évolution en tant que Mohammedia à l'ère post-indépendance. La narration explorera les changements administratifs, infrastructurels, socio-économiques et symboliques qui ont façonné l'identité de la ville au fil des siècles. La transition d'un nom honorant un général français, Périgueux, à une appellation arabe, Mohammedia, représente bien plus qu'une simple mise à jour administrative. Elle constitue un acte puissant de décolonisation, symbolisant l'affirmation de la souveraineté nationale de l'Algérie, la réappropriation de son identité culturelle et une rupture délibérée avec son passé colonial. Cette évolution nominale fournit une grille de lecture essentielle pour l'ensemble du rapport, en présentant l'histoire de la ville non pas comme une simple succession d'événements, mais comme un récit de formation et de réclamation identitaire dans un contexte postcolonial. 2. Les racines anciennes, paysage précolonial et Castranova. Avant l'établissement colonial, la région où se situe aujourd'hui Mohammedia était caractérisée par une plaine broussailleuse, densément boisée de tamaris. Ce terrain s'avérait particulièrement difficile à traverser, surtout pendant la saison des pluies, où il avait tendance à retenir l'eau, entraînant la prolifération de marécages à travers la plaine de Labra. Malgré ces conditions environnementales exigeantes, la plaine n'était pas inhabitée, elle soutenait des activités humaines, avec des troupeaux nomades de moutons et de bœufs qui y paissaient, et des tribus locales résidant sur les hauteurs de la plaine qui cultivaient des céréales sur les bords fertiles. Durant la période ottomane, le passage de l'Abra était déjà surveillé par les Borgia, ce qui atteste de son importance stratégique continue bien avant l'arrivée des Français. Une strate historique cruciale sous-jacente à Périgueux est l'ancienne cité romaine de Castranova, sur les ruines de laquelle la ville coloniale fut établie. Castranova jouissait d'une importance stratégique considérable en tant que carrefour, reliant les routes d'Albulès, actuelle à Aïn-Témouchan, et de Portus Magnus, Saint-Leu. Sa position au pied des monts Dutel, sur la rive droite de l'Oued El Hammam, soulignait son rôle dans les réseaux régionaux antiques. Cependant, au moment de la colonisation française, il ne subsistait aucune ruine visible de Castranova, ce qui suggère qu'elles furent probablement détruites lors d'événements tels que les invasions vandales. Cette absence de vestiges indique une longue période de déclin ou d'abandon entre l'époque romaine et le XIXe siècle. Les écrits détaillant les conditions spécifiques ou les établissements de la zone immédiatement avant la construction de Périgueux sont d'ailleurs notoirement rares. L'établissement de Périgueux sur les ruines de Castranova suggère une continuité historique de l'emplacement stratégique. Néanmoins, les descriptions de la plaine de l'Abra précoloniale comme étant broussailleuse, difficile d'accès, et marécageuse, impliquent que Castranova, si elle se trouvait bien sur le même site exact, avait depuis longtemps cessé d'être un centre urbain fonctionnel. Le projet colonial français ne s'est donc pas contenté de construire sur une infrastructure existante, mais a plutôt entrepris une réclamation et une transformation d'un paysage perçu comme négligé ou sous-utilisé. Cet acte de fondation
d'une nouvelle ville sur des ruines antiques, associée à la description d'un paysage précolonial désolé, met en évidence le discours colonial visant à apporter l'ordre et le développement à une terre prétendument abandonnée, souvent en ignorant ou en effaçant activement la continuité historique autochtone et les pratiques d'utilisation des terres. 3. Perego, une création coloniale, 1858 à 1870. L'établissement formel de Perego a débuté avec sa désignation comme centre de population, par un décret du 29 juillet 1858. Cette première étape a marqué le début officiel de la colonisation. Par la suite, Perego a été élevé au rang de commune de plein exercice, par un arrêté préfectoral du 22 septembre 1870. Cette promotion administrative lui a conféré une autonomie accrue et un cadre de gouvernance plus structuré au sein du système colonial. Le territoire de la commune a été étendu par un décret du 13 mars 1894, témoignant de sa croissance continue et de sa consolidation administrative. Le choix de l'emplacement de Perego était hautement stratégique, fortement influencé par le tracé prévu de la ligne de chemin de fer Alger-Oran, qui devait passer directement par le futur village. Ce positionnement était essentiel pour faciliter les transports coloniaux, la logistique militaire et l'exploitation économique à travers l'Algérie. Pour renforcer son rôle stratégique, l'administration coloniale française a entrepris la construction du barrage de Farc sur l'Oued El Hammam, au sud de la ville, en 1865. Ce projet hydraulique d'envergure visait à contrôler les ressources en eau, indispensables à la transformation de la plaine de l'Abra en terres agricoles productives, soutenant ainsi l'économie coloniale. La ville a été nommée explicitement en hommage au général Alexandre Charles Perego. Cette pratique de dénomination était courante pendant l'ère coloniale française, servant à honorer des figures militaires ou des administrateurs qui ont joué un rôle dans la conquête et la pacification de l'Algérie. Bien que les documents ne détaillent pas l'implication directe du général Perego dans le décret spécifique de création de la ville en 1858, un maréchal Perego est mentionné en mai 1837, sollicitant une médaille pour une blanchisseuse en récompense de son courage. Cela confirme sa présence et son activité au sein de la structure militaire et administrative coloniale française en Algérie durant ses premières années, ce qui en faisait une figure appropriée pour être honorée par un toponyme. L'établissement de Perego en 1858 ne fut pas un événement isolé, mais une initiative calculée s'inscrivant dans le projet colonial français plus large en Algérie, dont la conquête était largement achevée en 1857. La planification simultanée de la ligne de chemin de fer Alger-Oran et la construction du barrage de Farc révèlent une stratégie coloniale intégrée et exhaustive. Le chemin de fer était vital pour le contrôle militaire et l'extraction des ressources, tandis que le barrage visait à transformer la plaine de l'Abra, perçue comme improductive, en terres agricoles pour le profit colonial. Le fait de nommer la ville d'après une figure militaire comme le général Perego souligne davantage la nature militaire de cette expansion et l'appropriation symbolique du territoire. Cette interconnexion complexe entre la pacification militaire, le développement infrastructurel et la dénomination symbolique démontre la manière dont l'État colonial a systématiquement conçu de nouveaux centres urbains pour servir ses objectifs stratégiques, économiques et idéologiques. IV. Développement et défis à l'ère coloniale. Le barrage de Farc, une prouesse d'ingénierie coloniale, fut construit entre 1865 et 1873, pour un coût considérable de 2,4 millions de francs. À son achèvement, il fut salué comme le plus grand barrage d'Algérie, reflétant l'ampleur de l'ambition coloniale en matière de gestion hydraulique. Le réseau ferroviaire fut également une pierre angulaire du développement de Perego. La ville était située sur la ligne cruciale Alger-Oran, une artère principale pour le transport colonial. La section d'Alger à Blida,
partie de cette ligne plus vaste, commença sa construction en 1859 et devint opérationnelle pour les marchandises en septembre 1862 et pour les passagers en octobre 1862. Ce développement rapide du chemin de fer facilita le mouvement des personnes, des biens et du personnel militaire, intégrant Perego dans le système économique et administratif colonial. Malgré sa grande envergure, le barrage de Farc s'est avéré vulnérable aux forces environnementales, subissant de multiples ruptures catastrophiques. Celles-ci se sont produites le 10 mars 1872, le 15 décembre 1881, et de nouveau en 1927. La rupture du 15 décembre 1881 fut particulièrement dévastatrice, entraînant la noyade de 250 personnes et la quasi-destruction totale de la ville. Cet événement marqua une crise profonde pour Perego. Cependant, malgré l'immense destruction et le coût humain, Perego fit preuve d'une résilience notable. La ville prospéra rapidement, grâce à la volonté collective de ses habitants de reconstruire. Des figures clés comme le maire Louis Laurent et le conseiller général Jules Duforest jouèrent un rôle crucial dans l'obtention d'aide et la supervision de la reconstruction du barrage, qui fut achevé en 1883. En 1876, Perego était devenu un centre administratif important, chef-lieu de canton et commune comptant 2100 habitants. La composition démographique de Perego était diverse, reflétant les schémas d'immigration coloniale. Le consulat d'Espagne à Oran recensait 1362 Espagnols résidant à Perego, ce qui indique une présence européenne non française substantielle. L'analyse des premiers registres de mariage, 1866 à 1875, illustre davantage cette diversité, avec des colons originaires de diverses régions françaises, par exemple, Haute-Marne, Pyrénées-Orientales, Alsace, Ain, Meuse, Drôme, Bouches-du-Rhône, Haute-Garonne, Jura, d'Allemagne et d'Espagne, aux côtés d'Algériens nés à Hussein-Dey ou à Oran. Cette mosaïque d'origine met en évidence le tissu social complexe des colonies. L'agriculture était le pilier de l'économie de Perego. La région devint réputée pour sa viticulture, production de vin, avec des entités comme la Société de l'HABRA et de la MACTA, possédant de vastes vignobles, dont 600 hectares près de Perego. Les plantations de coton constituaient également une activité agricole notable. La zone acquit une reconnaissance particulière pour la culture des agrumes, notamment avec la variété Clémentine Monréal, qui fut prospectée à Perego par Vincent Monréal en 1940. Cela souligne l'introduction et le développement de nouvelles cultures à haute valeur commerciale. L'objectif colonial pour la plaine de l'Abra incluait l'assainissement des terres pour les rendre cultivables, et plus tard, des plans furent envisagés pour transférer certaines terres cultivées à de petits propriétaires musulmans, indiquant des politiques évolutives, bien que limitées, envers les populations autochtones. L'infrastructure administrative de Perego s'est considérablement développée. En 1880, des plans ont été approuvés pour la construction d'une mairie, d'un asile, d'un commissariat de police et d'une prison, marquant la formalisation de la gouvernance coloniale et du contrôle social. La ville a été dirigée par une série de maires, dont Hippolyte Game, 1870 à 1871, Eugène Cambedort, 1871 à 1874, Louis Jaud, 1874 à 1876, Jules Duforest, 1876 à 1881, et Louis Laurent, servant plusieurs mandats, 1881 à 1888, 1894 à 1903, 1908 à 1919, qui a joué un rôle déterminant dans le redressement de la ville après la catastrophe du barrage de 1881. L'existence d'administrations distinctes pour les indigènes et les Européens dans les communes mixtes souligne la nature intrinsèquement ségrégée de la gouvernance coloniale,
où des cadres juridiques et administratifs différents s'appliquaient à différentes populations. Le développement rapide de Perego, caractérisé par des infrastructures à grande échelle comme le barrage de Farc et un réseau ferroviaire étendu, illustre la nature ambitieuse et souvent technologiquement avancée du projet colonial français. Cependant, les ruptures répétées et dévastatrices du barrage révèlent des vulnérabilités inhérentes, potentiellement dues à des erreurs d'évaluation environnementale ou des défauts d'ingénierie, entraînant des pertes humaines tragiques. Malgré ces catastrophes, la prospérité rapide de la ville et la résilience manifestée lors de sa reconstruction, souvent attribuée à la volonté de ses habitants, mettent en avant un récit de persévérance coloniale. Ce progrès était toutefois bâti et maintenu par un système d'administration ségrégé et d'exploitation économique, où les activités agricoles, viticulture, coton, agrumes, étaient principalement destinées aux bénéfices de la métropole, impliquant souvent la dépossession des terres autochtones. Cela crée un paradoxe complexe. Le développement colonial fut à la fois une force de modernisation, de destruction, d'ingénierie démographique et d'inégalités profondément enracinées. Les ruptures récurrentes du barrage, en particulier l'événement catastrophique de 1881, ne furent pas de simples incidents isolés, mais des moments décisifs pour la communauté coloniale de Perego. Le récit selon lequel la ville prospéra rapidement grâce à la volonté de ses habitants de reconstruire suggère que surmonter une telle adversité devint un pilier de l'identité coloniale. Cette insistance sur la résilience et la détermination servait à renforcer l'image des colons européens comme des pionniers apprivoisant un environnement hostile, potentiellement en minimisant le coût humain et les vulnérabilités systémiques des infrastructures coloniales. Cela met en évidence la manière dont les expériences partagées de catastrophes et de rétablissement peuvent être intégrées dans la perception de soi d'une communauté et utilisées dans des récits coloniaux plus larges. La mention constante de cultures commerciales telles que la viticulture, le coton et les agrumes comme principales activités agricoles, ainsi que l'implication de grandes entités comme la Société de l'HABRA et de la MACTA, indique que l'agriculture coloniale à Perego n'était pas principalement axée sur la subsistance locale. Elle était plutôt orientée vers une production à grande échelle destinée à l'exportation vers la métropole française. Le concept d'assainissement des terres suggère en outre une transformation délibérée du paysage naturel pour s'adapter à ces nouvelles cultures rentables, souvent au détriment des pratiques traditionnelles d'utilisation des terres et d'agriculture autochtone. Cela démontre comment les impératifs économiques, dictés par la demande métropolitaine, furent une force fondamentale dans la formation des modèles de peuplement colonial, de l'utilisation des terres et de l'altération radicale de l'environnement et de l'économie algérien. Chronologie des principaux jalons administratifs et infrastructurels à Perego, 1858 à 1962. Année, événement, jalon, description, signification. Référence, 1858. Création en tant que centre de population. Perego est officiellement établi comme colonie française. 1859. Début de la construction du chemin de fer Alger-Blida. Début d'une section ferroviaire clé traversant Perego, vitale pour le transport colonial. 1862. Ouverture du chemin de fer Alger-Blida. La ligne devient opérationnelle pour les marchandises, CET, et les passagers, OCT, connectant Perego aux grandes villes. 1865. Début de la construction du barrage de Farc. Début d'un grand projet hydraulique pour développer l'agriculture dans la plaine de l'Abra. 1870. Élévation au statut de commune de plein exercice. Perego obtient une pleine autonomie administrative au sein du système colonial. 1872. Première rupture du barrage de Farc. Première défaillance du barrage, indiquant les défis précoces de l'infrastructure coloniale.
1873. Achèvement de la construction du barrage de Farc. Achèvement du barrage, initialement le plus grand d'Algérie. 1876. Devient chef-lieu de canton. L'importance administrative de Périgueux croît, la population atteint 2100 habitants. 1880. Approbation des bâtiments publics. Décision de construire une mairie, un asile, un poste de police et une prison. 1881. Deuxième rupture du barrage de Farc. Inondation dévastatrice, causant 250 morts et la quasi-destruction totale de la ville. 1883. Achèvement de la reconstruction du barrage de Farc. Effort rapide de reconstruction, démontrant la résilience coloniale. 1894. Extension de la commune. Croissance territoriale supplémentaire de la commune. 1927. Troisième rupture du barrage de Farc. Autre défaillance majeure du barrage, soulignant les vulnérabilités persistantes. 1940. Prospection de la clémentine Montréal. Développement de nouveaux produits agricoles, démontrant la diversification économique. La transformation post-indépendance, de Périgueux à Mohammadia. Après l'indépendance de l'Algérie en 1962, la nation nouvellement souveraine a entrepris un vaste processus de décolonisation, incluant la réappropriation symbolique et pratique de son territoire et de son identité. Cette période fut marquée par un changement démographique significatif, notamment le départ de la communauté pied-noir, qui avait joué un rôle crucial dans la gestion des activités urbaines telles que les ateliers ferroviaires, les écoles et l'église. Dans les 10 ans suivant l'indépendance, cette communauté à Périgueux s'était réduite à environ 10 individus, laissant un vide administratif et social considérable. Un aspect clé de cette réaffirmation de l'identité nationale fut le changement de nom des lieux de l'ère coloniale. À Mohammadia, cela se traduisit concrètement par le renommage de plusieurs rues en l'honneur de combattants de la guerre de libération de 1954, un acte délibéré pour honorer les héros nationaux et remplacer la mémoire coloniale par un nouveau récit autochtone. Périgueux fut officiellement renommé Mohammadia. La chronologie précise de ce changement révèle un processus en plusieurs étapes plutôt qu'un événement unique. Alors que de nombreuses sources indiquent que la majorité des changements de nom à travers l'Algérie ont été effectués par décret officiel en 1965 sous la présidence de Houari Boumedienne, le cadre juridique spécifique pour le changement de nom, décret numéro 71 à 157 du 3 juin 1971, a été formalisé plus tard, en 1971. Ce décret décrit un processus formel exigeant une demande motivée, une notification publique dans les journaux locaux et une période d'opposition de 6 mois avant que le changement ne soit autorisé par décret et publié au journal officiel. Cependant, des éléments suggèrent une adoption administrative antérieure du nouveau nom. Un décret du 9 août 1965 fait déjà référence à la fin de la délégation du sous-préfet de Mohammadia, ex-Périgueux. Cela indique que le nom, Mohammadia, était déjà utilisé administrativement à cette date, précédant le cadre juridique complet établi en 1971. Le journal officiel du 7 décembre 1971, bien que contenant divers décrets administratifs de fin 1971, ne liste pas explicitement le changement de nom de Périgueux en Mohammadia, mais il fait référence au décret de 1971 sur les changements de nom. Le décret de 1991 fait également référence à Mohammadia comme nom actuel. Cela suggère que si le processus juridique formel a été établi en 1971, l'adoption pratique du nouveau nom a pu commencer plus tôt, potentiellement en 1965. Les documents présentent une image nuancée concernant la date exacte du changement de nom. Un document indique que la plupart des changements de nom ont eu lieu en 1965, et un autre mentionne explicitement Mohammadia, ex-Périgueux, dans un décret d'août 1965,
suggérant que le nom était déjà en usage administratif. Cependant, un troisième document détaille un décret juridique formel pour les changements de nom datant de juin 1971, décrivant un processus complet. Cette apparente divergence indique que la décolonisation des toponymes n'a pas été un événement unique et instantané, mais plutôt un processus en plusieurs étapes. Une phase initiale a probablement impliqué des directives administratives et l'adoption pratique de nouveaux noms, par exemple, en 1965, motivée par la volonté politique post-indépendance. Cette phase a ensuite été suivie par un cadre plus systématique et légalement codifié, par exemple, en 1971, pour formaliser et standardiser ces changements à l'échelle nationale. Cette progression met en lumière les défis pratiques, les processus bureaucratiques et la nature évolutive de la réaffirmation identitaire dans un État nouvellement indépendant. Le renommage de Perego, un nom honorant un général français, en Mohammadia, un nom arabe, constitue une déclaration politique et culturelle profonde. Il représente une rupture nette avec le passé colonial et un recentrage sur les valeurs culturelles et historiques algériennes. Ce changement symbolique a été davantage renforcé par la modification de l'identité visuelle de la ville. Le blason de la ville a été modifié lors de la Fête des Oranges, en 2004 pour incorporer des symboles comme le croissant et la main de Fatma, représentant explicitement ses origines musulmanes, berbères et arabes, remplaçant ainsi l'héraldique coloniale. Le renommage des rues locales en l'honneur de figures de la guerre de libération algérienne sert de manifestation tangible de cette réappropriation de l'espace public et de la mémoire collective, ancrant le récit national directement dans le tissu urbain. L'acte de renommer Perego en Mohammadia est une déclaration politique et culturelle puissante. Cette action est renforcée par le renommage des rues en l'honneur des combattants de la guerre de libération et par la refonte du blason de la ville pour y inclure des symboles autochtones. Ces actions visent collectivement à construire activement une nouvelle mémoire nationale, célébrant les héros et le patrimoine algérien, tout en effaçant simultanément les marques visibles de la domination coloniale. Le processus de renommage n'est donc pas une simple formalité administrative, mais une réinscription délibérée de la souveraineté et une récupération des récits historiques qui ont été supprimés ou déformés pendant la période coloniale, remodelant fondamentalement l'identité collective de la ville et de ses habitants. VI. Conclusion. Une ville forgée par l'histoire. L'histoire de Mohammadia est un récit captivant qui synthétise la trajectoire historique plus large de l'Algérie elle-même. Depuis ses racines antiques, bien que peu documentées, en tant que Castranova, un avant-poste romain stratégique, la région a connu une profonde transformation sous la domination coloniale française. Établie sous le nom de Perego en 1858, la ville est devenue un microcosme de l'ambition coloniale, marquée par un développement infrastructurel significatif, comme le barrage de Farc et les lignes de chemin de fer, destinées à exploiter le potentiel agricole de la région. Cette période fut caractérisée à la fois par des progrès remarquables et des défis dévastateurs, notamment les ruptures récurrentes du barrage qui ont mis à l'épreuve la résilience de sa population diverse. Après l'indépendance de l'Algérie, Perego a abandonné son nom colonial pour devenir Mohammadia, un acte symbolique et tangible de réaffirmation de l'identité nationale. En retraçant méticuleusement l'histoire de Mohammadia, Perego, depuis ses origines romaines antiques en tant que Castranova jusqu'à sa fondation et son développement sous l'égide coloniale française, et enfin son renommage et sa réidentification post-indépendance, le rapport illustre efficacement les processus historiques globaux qui ont façonné l'Algérie dans son ensemble. Cela inclut l'héritage des civilisations anciennes, l'impact de la présence ottomane, la nature exhaustive de la conquête et de la mise en valeur coloniale française, l'ingénierie démographique par le biais de la colonisation européenne, les défis inhérents aux projets d'infrastructures à grande échelle, et, de manière cruciale,
l'affirmation profonde de la souveraineté nationale par la décolonisation et la réappropriation symbolique des noms de lieux. Ainsi, le récit détaillé de cette seule ville sert de puissante étude de cas condensée, reflétant les expériences historiques multicouches et plus larges de l'Algérie. Aujourd'hui, Mohammadia se dresse comme un témoignage vivant des histoires superposées qui l'ont façonné. Les échos de son passé romain, les marques indélébiles de l'ingénierie et de l'administration coloniale française, et la profonde affirmation de la souveraineté et de l'identité algérienne après 1962 sont tous tissés dans son tissu urbain et sa mémoire collective. L'évolution de la ville, d'un site antique stratégique à travers une période de développement colonial intense et d'ingénierie démographique, jusqu'à son identité actuelle, reflète l'histoire complexe et multifacette de l'Algérie, une histoire de conquête, de résilience, de transformation et d'autodétermination.